Alors, elle est directrice recherche, enseignement supérieur et international de l'IRES Rhône-Alpes. Elle est responsable scientifique du Conseil scientifique de l'espace de recherche et prospective et chercheur au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Nous accueillons maintenant Catherine Lindsay pour Mineurs sous main de justice, l'ordre éducatif recomposé. Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à vous faire une confidence. Je suis très impressionnée par les interventions TEDx de mes collègues et je m'aperçois qu'en fait, je n'avais pas compris ce que c'était le format TEDx. Donc pour tout vous dire, je ne l'ai pas préparé dans ce sens-là, mais ce n'est pas gênant, on va s'adapter. Donc, et je trouve ça très pertinent. Je suis là en fait pour vous parler d'une expérience de recherche plus collaborative qui fait participer un laboratoire de recherche d'un institut de formation, un espace de recherche et de prospective composé en fait des milieux de pratique. Je reviendrai sur le concept de l'ERP, et puis des chercheurs aussi académiques autour en fait d'une recherche sur l'accompagnement des mineurs sous main de justice. Ouais. Alors en fait, d'où je parle, le cadre de cette recherche. Le collectif de recherche, alors c'est une équipe en fait composée de chercheurs dits entre guillemets académiques, de chercheurs formateurs et de représentants des milieux de pratique qui, en Rhône-Alpes, donc l'espace de recherche et de prospective, s'est organisé depuis à peu près, ça fait depuis 2013. Au départ, c'était une expérimentation. Donc c'est un espace qui s'est constitué en association d'associations pendant 2 ans, composé d'une vingtaine d'associations gestionnaires et porté par les fédérations. Donc au départ, l'ERP, c'est un espace qui est positionné plus sur la protection de l'enfance et la justice des mineurs. Et ces associations ont la volonté de s'organiser et de proposer un modèle qui articule la recherche et la prospective. C'est assez inédit en fait comme démarche, et des recherches qui, alors je parlerai surtout sur le volet recherche puisque je suis moins concernée sur la question de la prospective. Sur la question de la recherche, l'idée forte, c'est des recherches collaboratives, co-construites, co-portées avec les milieux de pratique et les acteurs de la recherche, qui propose en fait une participation des praticiens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas positionné sur la question des personnes accompagnées, mais ça le sera prochainement. Et dans ces expériences, donc tout à l'heure j'entendais une personne, par rapport aux préfaces, dire c'est dommage que finalement les associations ne soient pas plus présentes. Donc l'idée c'est justement de permettre aux associations et aux acteurs du champ d'être aussi acteurs de la recherche. Et dans ce cadre-là, nous avons porté plusieurs recherches depuis 2013, mais une recherche particulière qui porte sur les échecs de prise en charge des mineurs dits difficiles, appelés aussi les mineurs incasables. Cette recherche, cet appel à projet vient en fait du ministère de la Justice et du CNRS, réunis dans un GIP qui s'appelle le GIP Droit et Justice. Donc c'est une mission de recherche avec un conseil scientifique qui a pour habitude de financer exclusivement des laboratoires universitaires. Donc pour la première fois, en fait, des associations regroupées en regroupement d'associations, une école de formation et une équipe en fait de recherche propose, en fait, répond à ces appels à projets. Donc, et qui obtient un financement pour mener cette recherche sur les échecs des mineurs difficiles. Alors c'est un cadre un peu singulier puisqu'il y avait une commande de départ, c'est-à-dire qu'il y avait un appel à projet qui est sorti et qui ciblait les échecs dits continus et puis les stratégies
institutionnelles en face, qui sont mises en face pour répondre qui s'organisent vis-à-vis de ces échecs de prise en charge. Donc, il est important de souligner que la commande, entre guillemets, de départ a été redéfinie, déconstruite et reconstruite ensemble, collectivement. Et l'approche, en fait, au final de cette recherche, c'était plus une approche... parce qu'on a vu déjà depuis ce matin un peu plus qui se situe de façon inductive, qui part pas avec des hypothèses toutes faites et avec l'idée en fait d'aller vérifier quelque chose qu'on sait déjà, mais plutôt une démarche qui se voulait empirique, ancrée le plus possible dans les réalités du terrain et embarquée avec les milieux de pratique. Donc cette recherche, au final, au bout de 2 ans, qui a porté sur 7 départements et 5 territoires de la protection judiciaire de la jeunesse, a permis en fait plus un dévoilement ce qu'on appelait un ordre recomposé, de pratiques, en fait de recomposition de l'ordre justement pour pouvoir prendre en charge ces mineurs difficiles, ou en tous les cas parfois tenter des choses qui fonctionnent aussi, et donc ne pas regarder que du côté des échecs. Voilà, donc une redéfinition de l'objet qui s'est faite avec les acteurs dans une démarche ancrée et participative. Alors, moi, je vais commencer par la fin. C'est une recherche qui a surtout permis, alors pas forcément une découverte, mais un dévoilement de ce qu'on a appelé la part interprétative du métier, cette part justement de réinterprétation par les professionnels du métier, et notamment dans l'exercice de la contrainte, puisqu'on était face à une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et de mineurs qui sont contraints d'être accompagnés. C'est une recherche, donc je vais revenir sur la question de la part interprétative, qui a porté et qui éclaire la question de l'éthique d'intervention, ce qui justement permet de réinterpréter ou d'être dans une part d'interprétation des pratiques et des valeurs sous-jacentes au métier, qui viennent souvent en opposition ou en tension avec un ensemble de normes qui sont plus descendantes, qui peuvent venir d'une normalisation des pratiques, de la nouvelle gestion publique, de quelque chose qui finalement peut parfois s'opposer avec les valeurs plus sous-jacentes du métier, qui portent fortement aussi les professionnels. Et dans cette tension, eh bien, il n'y a pas que de la contrainte, il y a aussi une recomposition des possibles. Et c'est sur ces questions qu'on a travaillé. Notamment ces oppositions de plus en plus entre une prise en charge contrainte, donc contraindre et éduquer, accompagner, aider et contrôler, ces tensions qui sont de plus en plus, qui se révèlent de façon de plus en plus forte, portées par les dispositifs de prise en charge. Et puis une question importante, enfin moi qui me tient beaucoup, c'est la question de la place des émotions dans le travail socio-éducatif. Et je dirais de façon plus large, la place des émotions, des sensibilités aussi, du côté des démarches de recherche et des chercheurs. Alors, sur la part interprétative du métier, avant d'arriver à une méthode qui permet de comprendre comment, finalement, on arrive sur ces axes et ces dévoilements, la part interprétative, ça a été de comprendre, en fait, que dans des situations de forte incertitude, de contraintes qui amènent les intervenants à recomposer en permanence leurs pratiques, à être dans une réinvention des pratiques et des cadres d'intervention, donc en s'intéressant au contenu du travail et au réel finalement de l'activité. Ce qui nous a aussi intéressé, ce n'est pas seulement de regarder les adaptations, les marges de manœuvre des acteurs, mais c'est de voir dans quelle mesure ces adaptations du cadre, ou ce qu'on peut appeler trouées du cadre, voire parfois même des transgressions des normes instituées, il y a une part interprétative du métier qui s'effectue collectivement, donc qui est soutenu par des collectifs de travail ou pas, en s'intéressant fortement à la part jouée, la part de l'encadrement, des régulations collectives, et la façon dont on autorise ou pas, j'ai entendu parler ce matin d'innovation, enfin en tout cas, comment on transforme les fameux ressorts de l'action, qui sont des ressorts d'action expérientiels, qui font agir les professionnels en situation, comment ces ressorts, qui ne sont pas forcément une application
directe des savoirs reproductibles, des savoirs techniques ou des savoirs experts, mais qui peuvent être aussi des façons de faire, d'être spécifiques à la personne, à quelque chose qui lui appartient, sont consolidés, peuvent être discutés, délibérés à un moment dans des espaces. Donc c'était le propre d'une analyse d'un travail dit prudentiel. Donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue des professions, Florent Champy. Mais comment dans ces espaces, à un moment de délibération, il y a une place à l'interprétation des pratiques et une validation des jugements experts qui s'appuient donc dans l'analyse qu'on a pu faire sur une éthique d'intervention. Et là, c'est important parce que tout à l'heure, on a quelqu'un qui énonçait que 3 professions étaient nommées. Les enseignants, il y avait des thérapeutes, donc on peut ramener ça aussi au champ des métiers des médecins, de la santé. Et puis, les éducateurs avaient du mal à dévoiler quelque chose de leur pratique ou à laisser rentrer sur l'informel ou l'invisible. C'est pas par hasard, il me semble, parce que ces métiers-là entrent dans des professions qu'on nomme les professions à pratique prudentielle, et qui sont des professions qui requièrent, en tous les cas, demandent une forte autonomie de la part des praticiens et de la façon dont ils délibèrent sur leur action. Et le travail social, à ce niveau-là, peut être considéré comme un travail prudentiel, mais sur la question de la reconnaissance et la forte reconnaissance des collectifs et de ces parts d'interprétation, c'est plus compliqué. Alors, peut-être je vais passer sur la méthode, qui me semble être l'élément le plus important. Alors déjà, le partenariat, l'association forte avec l'ERP, c'est cette triangulation qu'on peut permettre, en fait, entre les milieux de pratique, la question de la recherche, des équipes de recherche, et puis c'est pas évident de pouvoir mobiliser des intervenants sur leur pratique, de venir en fait enquêter sur ce qu'ils font réellement. Et là, on a dû en fait composer une sorte de méthodologie hybride aussi sur la reconstitution. Alors, on va dire peut-être un petit peu artificielle d'une équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle autour de la prise en charge de ces mineurs. Et donc, nous sommes partis sur l'étude de cas de 21 mineurs à partir de leur dossier. Alors, on a appelé ça plus tard des lignes de vie, puisqu'on a reconstitué, on ne l'a pas appelé des parcours réellement, mais des lignes de vie institutionnelles et biographiques. Et l'approche de ces cas, de ces mineurs, nous a permis en fait de reconstituer une équipe qui a pu travailler pendant les 5 dernières années autour de la prise en charge de ces mineurs. Donc là, il a fallu mobiliser au-delà du personnel de la PJJ qui était partie prenante de la recherche, tous les partenaires qui ont pu travailler autour pendant les 5 ans de la prise en charge. Ça pouvait être un centre éducatif fermé, ça pouvait être un ensemble d'acteurs qui gravitent autour de la rencontre de la prise en charge de ce mineur. Et on a bien souvent dans ces collectifs, puisqu'on a reconstitué des groupes de travail, donc on a, sur la base de la méthode d'analyse en groupe, on a souvent en fait réalisé que ces acteurs ne s'étaient jamais vraiment rencontrés dans le travail pluriprofessionnel autour de la question de la prise en charge, et que c'était extrêmement apprécié de partir de ces situations qu'on peut appeler des situations archétypales, en tout cas des situations problèmes, où des mineurs qui ont été qualifiés de cette façon par les professionnels, ils ont retenu ces cas comme des cas les plus problématiques et dans lesquels la part d'incertitude et de dévoilement d'art de faire, de ressorts d'action étaient les plus importantes, et dans les sentiments d'impuissance et d'échec qu'ils avaient pu ressentir. Et ça, cette méthode, elle est intéressante puisqu'elle se faisait, cette méthode d'analyse en groupe, en 4 étapes. 4 étapes clés, qui est l'étape des récits de situation et des récits par les professionnels de ce qui les a le plus marqués comme événement dans la prise en charge de ce mineur. Nous avions reconstitué au préalable, à partir des dossiers, une histoire du mineur sur ce qui était dit.
Et puis nous travaillions sur les représentations des professionnels, puisqu'on n'avait pas accès à ces mineurs, on ne pouvait pas les rencontrer. Mais du coup, ce biais était intéressant parce que c'était la façon dont les professionnels se racontaient l'incasibilité ou comment on pouvait la définir. Et puis, cette approche, du coup, permettait de dévoiler, à un moment donné, cette part interprétative dans une remise en situation de l'accompagnement de ce mineur-là. Et donc, ces méthodes d'analyse en groupe, qui sont des focus group, réunissaient entre 10 et 15 personnes, parfois moins, et ont permis de progressivement, parce qu'on ne savait pas où on allait aller justement, de pouvoir faire ce continuum à un moment donné entre l'interprétation qu'on peut avoir en tant que chercheur et les praticiens des situations, de ne pas être dans une vérification, mais plus dans une forme de démonstration des logiques mises à l'œuvre et d'une compréhension ensemble. Alors après, il y a des séances où on propose des cadres d'interprétation théorique, mais aux situations qu'on observe, de l'interprétation collective pour faire des propositions d'action. Donc c'est une méthode aussi d'intervention. Voilà, donc cette recherche a été très riche à mener dans ce cadre-là, mais elle a été aussi, alors je pourrais dire, elle pose beaucoup de questions. Elle pose les questions des limites à un moment donné aussi des chercheurs à accompagner dans un cadre de recherche, d'intervention des professionnels dans la compréhension des ressorts de l'action. C'est qu'à un moment donné, on peut nous investir d'un rôle qui est difficile à tenir et qu'on peut ne pas savoir tenir, puisque c'est pas notre métier d'être dans un accompagnement de l'analyse des pratiques. Très vite, ça peut aussi être ce qui est demandé. Et donc, pour relever ce défi et puis pour ne pas justement partir sur cet axe-là, le groupe de travail a positionné la question organisationnelle, composé de sociologues et de psychologues qui faisaient la co-animation des groupes, mais on allait dans une compréhension aussi des ressorts organisationnels pour sortir d'une question d'analyse de la pratique qui serait plus sur côté psychanalytique de la pratique, sur lequel on ne souhaitait pas aller, puis sur lequel on n'était pas du tout d'ailleurs formé pour le faire. Mais on est allé sur une analyse des organisations, de la façon dont elles soutiennent, donc c'est l'arrière-plan du métier, quoi, ces logiques d'action. Et puis, ensemble, d'avoir pu formuler une analyse critique aussi de ce qui était à l'œuvre et ce qui se donnait à voir. Donc, quand on entendait tout à l'heure qu'une recherche-action ou une recherche collaborative ou ces recherches situées ne peuvent pas être des recherches critiques. Moi, je m'inscris aussi en faux sur cette... bien sûr que si, mais en sachant différencier les rôles de chacun. Le rôle du chercheur, qui a une responsabilité forte, c'est sûr, mais le rôle aussi des praticiens, puisque là, ce sont les milieux pratiques qui collaborent à la production de l'analyse, mais leur responsabilité aussi, à un moment donné, de se saisir de ces clés pour réinterroger des évidences, des certitudes, voire remettre en question les convictions et les croyances sur lesquelles on est assis. Mais avec beaucoup d'humilité, et encore une fois, ce sont des expériences de recherche qui apprennent beaucoup de comment se fabrique l'action, mais aussi l'action du chercheur. Et pour terminer, c'est que oui, on peut voir que ces types de recherches, elles peuvent permettre ce continuum entre savoir d'expérience. Alors, je ne définis pas comme Marcel le savoir d'expérience tout à l'heure qui vient des usagers, mais plutôt savoir expérientiel des praticiens. Mais peut-être que les savoirs profanes, dits profanes, les savoirs savants, afin de les accompagner dans une consolidation des savoirs professionnels. Là, on voit bien comment c'est possible, mais c'est aussi une occasion pour les chercheurs et pour la recherche de réinterroger les présupposés sur de ce qu'on pense être une science et qui réhabilite la question des sensibilités notamment comme objet de recherche, mais aussi comme démarche de recherche. Voilà, je n'ai pas le temps d'aller sur le niveau des émotions, mais cette recherche a permis d'aller réinterroger ou interroger cette question de la part émotionnelle du travail, le travail émotionnel des intervenants et des équipes d'encadrement,
sous un angle plus, on va dire, sociologique, très intéressant et qui me semble être au tout début d'un travail qu'il faut poursuivre à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un peu mettre moins de rationalité, là où justement la science peut s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus subjectif et compréhensif, et qui est au fondement du métier et de l'éthique d'intervention. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans les 15 minutes. Merci Catherine.